Merci à tous, bienvenue. On a beaucoup de retard. Est-ce qu'il est possible maintenant de vous asseoir dans le silence? On va essayer de rattraper le temps perdu. Merci beaucoup en tout cas d'être présent. C'est à guichet fermé, on peut le dire, pour ce deuxième colloque dédié à l'autoconsommation photovoltaïque et organisé magnifiquement par le syndicat des professionnels de l'énergie solaire Enerplan. Il y a des petits souvenirs, on était déjà là l'année dernière, c'était au printemps je crois, et je vois que l'envie et le désir d'autoconsommation est plus que jamais présent. Donc la thématique de ce colloque, produire, consommer, partager son électricité solaire. Pour ouvrir les débats, je cède la parole à Daniel Bourg, président d'Enerplan. Je vous invite à la tribune. Non, attendez, si j'ai pas mes loupes. Parfait. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue pour ce deuxième colloque de l'autoconsommation. On vous l'a déjà dit, mais c'est vrai que le succès ne se dément pas puisque nous sommes à guichet fermé. Et ce, malgré, on en parlait déjà hier d'une concertation de la Creux qui aurait pu faire concurrence. Non, ça montre au contraire qu'on a besoin de cette réunion et que l'autoconsommation est un sujet qui interpelle, c'est un sujet qui manifestement intéresse, qui est certainement un sujet aussi qui motive notre ministre. Donc on a beaucoup de raisons d'être confiants dans l'avenir de l'autoconsommation. Ceci étant dit, et je le rappellerai peut-être en préalable, pour l'instant, le marché de l'autoconsommation, c'est un marché qui est tout petit. On parle de 14 000 autoconsommateurs à ce jour. C'est des statistiques d'Enedis. J'ai cru comprendre qu'il y avait objectivement une accélération qui était en train de se produire. Enfin, on est encore dans quelque chose qui est dans un démarrage, qui est encore un métier de pionnier. Et donc, il faut respecter aussi cette idée-là qu'on n'est pas dans quelque chose qui est à grande échelle. Alors, bien sûr, Enedis et EDF ont annoncé des chiffres, on parle de 600 000 autoconsommateurs dans 5 ans, 4 millions dans 10 ans. Waouh, n'en jetez plus. Et effectivement, là, c'est presque un des marchés les plus importants. Nous, en tant qu'Enerplan, on est certainement plus prudent pour avancer des chiffres. On sait que la route est longue, mais on sait aussi qu'effectivement, il y a des moments où il peut y avoir des accélérations brutales. Et quand on est au rendez-vous entre la technique et l'environnement global et un marché, on peut avoir des explosions beaucoup plus importantes. Notre deuxième colloque va tourner, vous allez voir, cet après-midi autour de deux aspects qui pour nous sont des aspects importants par rapport au développement de l'autoconsommation. C'est d'abord la notion de l'autoconsommation collective, qui, comme pour l'instant, vous le savez, n'a pas réellement démarré et qui a besoin d'un cadre pour avancer de manière un peu sereine. Et le deuxième, sur un sujet aussi qui nous tient très à cœur et qui pour nous est très complémentaire, c'est la potentialité du stockage et la réflexion qu'on puisse avoir sur le stockage et l'autoconsommation. J'ajouterai à ça une proposition qu'Enerplan va faire et compte faire au gouvernement. Je vous en parlerai tout à l'heure de manière spécifique. Alors, sur le premier aspect, sur l'autoconsommation collective, je fais une petite référence à ce qui s'est passé hier à la Creux, avec la Creux sur sa première séance de concertation. Ça veut donc dire concertation, ça laisse supposer qu'il y a des choses qui vont se mettre en œuvre. Et c'est vrai que si on raisonne avec les chiffres qui nous sont indiqués, 4 millions d'autoconsommateurs à 10 ans, ça va chambouler effectivement pas mal tout le réseau en tant que tel. Il y aura des conséquences sur les notions de solidarité nationale, notions on sait que beaucoup de gens y sont très attachés et qui se justifient. Donc on comprend déjà qu'on est dans une réflexion pour savoir comment canaliser, comment s'assurer de mettre la juste fiscalité, etc. Nous, en tant qu'Enerplan, nous disons tout de suite, nous comprenons bien évidemment cette réflexion. Il n'est pas question de laisser 4 millions comme ça sans en mesurer les conséquences. Mais ce qu'on dit aussi immédiatement, c'est
ça n'a pas encore démarré. On ne peut pas commencer à mettre dessus une chape de plomb au cas où, et ça pourrait déborder. Ça va prendre du temps. Donc on a le temps de faire un certain nombre d'études pour voir les conséquences et d'agir en conséquence. Mais on a aussi le temps pour lancer réellement l'autoconsommation, mesurer un peu justement les conséquences sur le terrain et pas de manière virtuelle. Et à partir de là, ensemble, effectivement, on verra ce qu'il faut par rapport aux grands débats qui sont soit du ressort de la Creuse sur le réseau, soit des débats de solidarité qu'on veut retrouver par rapport à la CSPE. Nous, notre position là-dedans est sans aucune ambiguïté. Que ce soit pour l'autoconsommateur direct, nous demandons très clairement que l'exonération et de la CSPE et du TURP continue tant qu'on n'est pas à un volume suffisant pour réellement se poser des questions de savoir comment le canaliser. Et pour la collective, je te disais tout à l'heure, le premier point, c'est de lui donner un cadre qui permet de le faire, mais aussi un deuxième point, c'est qu'il ne faut pas le fiscaliser dès le démarrage alors qu'il n'a pas démarré. Et donc, de la même façon, nous demandons une exonération de la CSPE sur le collectif. Et si on parle d'un TURP, parce que c'est vrai que le collectif risque d'utiliser le réseau Enedis, je veux bien qu'on parle d'un micro-TURP. Mais alors vraiment, quand je dis micro, c'est micro, quoi. C'est pas un gros pourcentage. C'est de dire on fait pour montrer que ça participe et que c'est normal qu'il paye un petit quelque chose. Mais ça doit être absolument de manière plus au démarrage symbolique qu'autre chose. Ça, c'est un peu sur cette partie, je dirais, de collectif. La deuxième partie, ce deuxième aspect que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui, c'est effectivement le problème du stockage. Le stockage est pour nous vraiment un complément naturel de l'autoconsommation. Il n'est certainement pas obligatoire, on peut savoir où est-ce qu'il peut se faire, etc. Mais de manière très claire, quand on raisonne autoconsommation, on voit bien qu'il y a la production, on voit bien qu'il y a le pilotage. Le pilotage, c'est donc tout le développement du digital qui permet à ce que la consommation soit liée directement avec la production. Et puis, il y a le troisième aspect, qui est le stockage. Dans chaque cas, vous allez augmenter le pourcentage d'autoconsommation que vous avez fait par rapport à votre production. Si on reste dans le premier cas, si on revient sur le particulier, le taux qui est annoncé est autour d'une vingtaine de pourcents. Ça veut dire qu'il y a quand même 80% de surplus qui allait sur le réseau. Si on commence à faire du pilotage intelligent, on peut monter ce taux, d'après ce que j'ai compris, jusqu'à 40%. Et il est clair qu'après, avec le stockage, vous pouvez arriver à quelque chose qui soit très majoritaire. À la limite, on peut aller à 100%, mais je ne suis pas sûr qu'économiquement, ça se justifie. La question sur le stockage, c'est que souvent, les gens répondent « Ah, les batteries, c'est beaucoup trop cher, on n'y arrivera pas, ça ne sera jamais rentable, ça n'a pas de sens de le faire. » Et que ça n'a pas de sens, en plus, de le faire au niveau du particulier. Il faut mieux réfléchir à quelque chose de beaucoup plus global. Je dirais, l'un n'empêche pas l'autre, mais je constate simplement que la courbe des coûts du stockage et des batteries est plus ou moins en train de suivre avec quelques années de décalage ce qui s'est passé sous le PV. Qui pensait que le PV aurait atteint ces prix aussi bas aujourd'hui, il y a ne serait-ce que 5-6 ans? Je pense qu'on est quelque part un peu confronté à la même question sur les batteries, notamment sur les batteries individuelles. On sait qu'il y a des gros programmes d'industrialisation qui sont en train de se faire. Tout le monde a entendu parler des programmes de Tesla, mais on peut le prolonger à côté. J'entends nos amis allemands qui se parlent aussi de gigafactory sur les batteries. Donc on est bel et bien dans un mouvement où ça bouge, ça s'industrialise, et donc qui dit industrialisation dit certainement baisse importante du coût des batteries. Là encore, moi je pose le débat, et c'est un débat auquel il faudra, je pense, répondre rapidement. Est-ce que la France reste un peu comme ça et finalement reste très prudent sur le stockage, ou est-ce qu'on considère qu'il y a un vrai marché et qu'il faut y participer et donc l'encourager? C'est un débat, mais c'est un débat sur lequel il faut qu'on réponde rapidement et pas attendre des années, parce qu'après on pourra constater simplement qu'on est après la bataille et que toute la filière du stockage sera prise effectivement par nos amis, notamment nos amis d'Outre-Rhin. Alors le débat sur le stockage, il se prolonge beaucoup avec ce qu'on va appeler le stockage mobile. C'est bien sûr le lien avec la voiture électrique. Et le lien, il est déjà parti. Nissan, avec la société Eaton, a déjà des batteries qui sont réversibles.
On peut très bien imaginer, mais prochainement, à une grande échelle, que le matin, je prends ma voiture, électrique bien sûr, je suis un bon citoyen et je fais attention au climat, je vais dans mon lieu de travail, j'ai un patron qui aussi est très futuriste et qui a compris tout l'intérêt de s'équiper en solaire, qui a donc des ombrières solaires sur lesquelles je branche ma batterie toute la journée. Je reviens le soir tranquillement à la maison, il fait nuit, mais c'est le moment de la pointe, mais heureusement, ma batterie est pleine et j'en ai pas besoin forcément pendant la nuit, donc je peux utiliser toute l'énergie accumulée pendant la journée au moment de pointe. C'est un cas d'école, et bien sûr, c'est un cas d'école, c'est un cas réel, mais c'est pour vous montrer que c'est comme une évolution dans tout ce qui va se passer et qui est très important. Et ce lien avec le véhicule n'est plus quelque chose qui est théorique. C'est quelque chose qui, effectivement, des sociétés travaillent dessus. Et tout le monde sait aussi qu'on parle de la deuxième vie des batteries des voitures, qui arriveraient à des coûts beaucoup plus bas, qui sont donc des batteries qui sont reconditionnées pour être utilisées en stationnaire, puisque le stationnaire est beaucoup moins d'exigence que le mobile. Donc tout ce lien-là, vous rajoutez le pilotage, etc., ça fait que le consommateur va changer. On parle bel et bien d'un consommateur qui va s'y intéresser, ce qui était à mon avis vertueux, parce que jusqu'à présent, honnêtement, le consommateur il était habitué à avoir son électricité, il n'était pas forcément vigilant. Dès qu'il va commencer à être effectivement lui-même à gérer et à piloter sa propre production, on va commencer à avoir un autre comportement. Nous, on appelle ça le consomme-acteur, donc pour faire un jeu de mots, mais qui est pour nous une réalité qui risque d'arriver assez vite. Alors, je vous ai promis une proposition. Cette proposition, elle vise finalement à s'atteler à un problème important dans l'énergie, qui est la précarité. Et effectivement, nous demandons et nous proposons au gouvernement de prévoir un plan d'autoconsommation solidaire. Alors, quand je dis solidaire, ce n'est pas qu'on va encore demander à des fonds supplémentaires là-dedans, parce qu'on pense que l'autoconsommation par elle-même peut permettre ça. Mais nous pensons qu'un certain nombre de nos concitoyens qui sont dans une situation précaire et pour qui c'est un problème sociétal important de ne pas pouvoir payer leur électricité, nous proposons de faire un plan qui touchera alors, le maximum des 1,5 million foyers concernés, et notamment en utilisant les offices d'HLM. Alors après, il y a tout un débat. Est-ce que ceux qui sont en précaire sont-ils du côté plutôt des offices d'HLM ou est-ce qu'ils sont individuels? C'est quelque chose qu'il faut effectivement regarder de près. Ce qu'on est sûr et certain, c'est qu'il y a un certain nombre de cas difficiles dans les offices d'HLM. Et ce qu'on préconise, c'est un plan massif, un plan qui serait au moins sur 5 années, un plan d'investissement de l'ordre du milliard d'euros, qu'on a estimé à l'ordre de milliards d'euros, donc ça fait plus ou moins 200 millions d'euros. Mais simplement, si on raisonne, l'idée est simple, cette électricité produite qui est moins chère que l'électricité achetée, on parle plus ou moins de l'ordre de 50% du coût, donc ça fait une grosse différence. On a bien conscience, avant qu'on me le dise, que cette réduction des coûts vient avant tout de la suppression d'un certain nombre de taxes qui font la différence, mais il y a aussi le transport et il y a aussi le fait que tout court, le solaire devient progressivement de moins en moins cher et sera une des sources de production les moins chères. Donc il y a une cohérence d'aller jusqu'au bout là-dedans. Et avec cette autoconsommation, cet équipement d'autoconsommation, on peut faire diminuer sensiblement la facture pour un certain nombre de gens et donc de mettre un peu une priorité là-dessus. Alors nous, ce qu'on appelle, c'est effectivement tous les interlocuteurs qui sont concernés par ça, bien évidemment l'État, et nous avons son représentant ici pour voir comment est-ce qu'on peut mener ça ensemble, et l'État doit être un facilitateur. Mais là, j'insiste, notre idée de plan, c'est pas forcément de demander des fonds là-dessus, mais de mobiliser à la fois localement, parce que c'est une histoire de territoire, donc au niveau des régions, au niveau du territoire, des agglomérations ou des localités, si on est plus dans un monde rural. Les offices d'HLM, parce que ça nous semble pour démarrer les plus atteignables, et pour commencer à faire, et de lancer une véritable expérimentation dans le sud de la France. Je ne vais pas vous surprendre que c'est peut-être là où ce sera le plus facile de le faire, parce que d'un point de vue économique, nous avons les raisons de penser que c'est bien évidemment là où ce sera le plus facilement rentable, et de faire ça à grande échelle. Alors vous voyez bien l'intérêt d'un tel projet, c'est de répondre à un souci réel de précarité, de répondre
a un besoin aussi d'accélération de l'autoconsommation, donc de bien rentrer dans le cadre de la loi de la transition énergétique. Et troisième point, bien évidemment, de créer de l'activité avec tout le dynamisme que ça peut comporter. Je conclurai rapidement, avant de laisser la parole à Virginie Schwartz, de revenir un peu sur le premier point. On est, et j'en suis très heureux, avec un domaine qui attire beaucoup de monde et sur lequel on se fait tous des projections extraordinaires. Mais vraiment, nous demandons et nous insistons que pour l'instant, ce secteur-là, il a besoin de vivre, d'exister et d'encourager toutes les initiatives qui soient prises au niveau du particulier, au niveau du local, au niveau donc du collectif, que ce soit les communes, que ce soit les associations, que ce soit les initiatives même industrielles qui puissent être prises, puisqu'il nous faut des exemples. On ne présente absolument rien actuellement, donc tous les débats tout à fait légitimes posés ne sont pas d'actualité au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut au contraire encourager et laisser faire. Et on a besoin de ça, et on a besoin d'un signal fort qui soit donné là-dedans pour permettre justement à tous ces acteurs pleins d'énergie de pouvoir aller jusqu'au bout dans leur rêve. Je vous remercie de votre attention. J'en profiterai quand même, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, de remercier absolument tous nos partenaires qui sont plus nombreux, ce qui prouve là encore le succès de là, et qui soutiennent ce colloque. Je pense que c'est un rendez-vous important. Nous, on tient à ce qu'il devienne effectivement chaque année une sorte de rendez-vous pour vous mettre un peu au courant de l'évolution de l'autoconsommation, de l'évolution des positions des uns et des autres. Donc ça nous permettra chaque année à la rentrée de voir quels sont les progrès qui sont faits. Et je tiens vraiment à leur remercier du fond du cœur de leur soutien et de nous permettre d'avoir aujourd'hui ce deuxième colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel Bourg. Virginie Schwartz, vous êtes directrice générale de l'énergie à la direction... Pardon. Vous allez donc nous présenter la vision de l'autoconsommation et j'espère que vous allez la faire vivre, comme le demande Daniel Bourg. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là pour la deuxième année, effectivement, parce que je suis convaincue que l'autoconsommation représente une formidable opportunité de changer le rapport à l'énergie de milliers de particuliers, d'entreprises. Et quand on regarde, quand on interroge les gens, on voit qu'il y a une vraie attente. Aujourd'hui, 76% des Français déclarent qu'ils aimeraient produire leur propre électricité. Et effectivement, ça commence à bouger. Quand on regarde les demandes de raccordement faites auprès des gestionnaires de réseaux de distribution pour du photovoltaïque, l'année dernière, en 2016, on avait à peu près un tiers des demandes qui étaient des demandes en autoconsommation, avec au moins une part d'autoconsommation. Rien que sur le premier semestre 2017, on est passé à plus de la moitié des demandes qui sont des demandes comportant une part d'autoconsommation. Alors c'est vrai que l'autoconsommation, c'est une bonne façon de concilier nos objectifs de développement des énergies renouvelables, et en particulier du solaire, parce qu'on parle quand même quasi exclusivement de solaire, et puis les attentes des citoyens et des territoires, et donc d'avoir des projets qui sont mieux acceptés. Mais c'est aussi, pour nous, une façon de contribuer à la réduction des coûts d'atteinte de nos objectifs de déploiement du photovoltaïque. Il y a, dans un certain nombre de situations, des possibilités pour faire de l'autoconsommation finalement moins chère, ou en tout cas avec un soutien public moins élevé que ce qu'on ferait sur d'autres types de projets photovoltaïques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les évolutions des techniques et des coûts le permettent. Daniel a raconté l'histoire du Français qui charge sa voiture électrique et qui vient le soir la mettre chez lui pour alimenter sa maison. Voilà, tout ça, le stockage, la mobilité électrique, le pilotage des consommations, ce sont des choses qui vont se développer et qui vont donner de plus en plus de sens à l'autoconsommation. La baisse des coûts aussi, évidemment, et peut-être même d'abord. On vient d'avoir les résultats de l'instruction faite par la Commission de régulation de l'énergie du dernier appel d'offres sur le photovoltaïque, dont on va annoncer les résultats dans les prochains jours. Sur les grandes toitures de plus de 250 kg, le prix moyen est de 88 €. Voilà, ça montre que dans beaucoup d'endroits, l'autoconsommation devient une option économique pour les utilisateurs. Et donc la première chose que nous avons voulu faire, c'est faire de l'autoconsommation une option accessible en supprimant les blocages juridiques et les blocages économiques et en créant un cadre qui permette à ceux qui en ont envie de le faire.
L'année dernière, j'étais venue vous parler des projets qu'on avait sur l'ordonnance relative à l'autoconsommation. Elle a été publiée en juillet 2016, ratifiée en février 2017, précisée par un décret publié au mois d'avril. Donc on a maintenant un cadre juridique complet, sécurisant pour les acteurs, qui permet à la fois de faire de l'autoconsommation individuelle, mais aussi qui a introduit la possibilité de faire de l'autoconsommation collective. Donc, en aval d'un même poste de transformation HTA-BT, voilà, les producteurs et les consommateurs peuvent autoconsommer collectivement. Alors, c'est vrai que ça suscite parfois des inquiétudes de ceux qui craignent que cette autoconsommation collective ne constitue une atteinte à la péréquation ou au réseau public. C'est vraiment pas notre vision. Nous sommes particulièrement attachés à ces principes qui sont au cœur à la fois de la fiabilité, de la solidarité, mais aussi de l'optimisation économique de notre système électrique. Donc voilà, c'est un des défis de la transition énergétique que d'arriver à maintenir et à renforcer ces principes essentiels tout en les modernisant et tout en les mettant en œuvre dans un contexte qui a déjà changé et qui va continuer à changer assez profondément. Et moi, je suis vraiment convaincue que les solutions existent et qu'on peut tout à fait ne rien lâcher sur ces principes de péréquation et sur cette importance qu'on attache au réseau public et en même temps voilà, faire évoluer le système. Dans cette ordonnance, on dit d'ailleurs que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent faciliter l'autoconsommation. Voilà, ils ont aussi un rôle à jouer. Et puis, pour simplifier les opérations d'autoconsommation pour les plus petites d'entre elles, ceux qui le souhaitent peuvent être exemptés des responsabilités d'équilibrage. Mettre ce cadre, pour nous, était important. Maintenant, nous sommes particulièrement vigilants sur le fait qu'il ne soit pas remis en cause et qu'au contraire, il soit conforté par les discussions qui ont lieu dans le cadre européen. Vous savez qu'il y a un grand paquet de textes qui est en discussion à Bruxelles sur quasiment tous les aspects de la politique énergétique et en particulier de l'électricité. Aujourd'hui, il y a un projet d'article sur l'autoconsommation. Nous, on aimerait qu'il soit maintenu et même renforcé de façon à reconnaître le droit à l'autoconsommation sans soumettre les autoconsommateurs à des procédures disproportionnées. J'entends un peu ce que disait Daniel tout à l'heure, mais on voudrait aussi que cet article puisse être souple de façon à ne pas nous enfermer effectivement dans des définitions trop contraignantes de ce qu'est l'autoconsommation collective. On voit bien que c'est quelque chose qui va évoluer, c'est aussi probablement quelque chose qui doit être adapté à la spécificité de chacun des pays. Et donc il faut que voilà, le texte européen nous aide, mais ne nous contraigne pas trop. À côté de cette évolution juridique qui a permis de lever les blocages juridiques, on a aussi voulu lever les contraintes qui existaient dans le cadre de l'obligation d'achat. Alors, dans le cadre de l'obligation d'achat, ce n'était pas interdit de vendre seulement une partie de sa production. On pouvait déjà le faire, mais en pratique, les conditions financières étaient tellement décourageantes, puisqu'on était rémunéré que pour la partie qu'on vendait, et même très bien rémunéré pour la partie qu'on vendait et pas du tout pour la partie qu'on autoconsommait, que franchement, c'était extrêmement dissuasif. Et donc, c'est pour ça que l'arrêté tarifaire de mai 2007 a créé un nouveau type de soutien avec la possibilité, quand on choisit la vente au surplus, d'avoir une prime fixe en fonction de la puissance de l'installation, complétée par une rémunération pour le surplus de l'électricité qui est effectivement vendu. Et ça, c'est positif à la fois évidemment pour le producteur qui du coup va pouvoir choisir cette option de rachat dans des conditions économiques acceptables, mais aussi pour la CSPE, parce que par rapport à un coût pour la CSPE qui payait au prix fort la totalité de l'électricité injectée, mais en fait, c'est plus intéressant. Et je vous parle beaucoup de la CSPE, mais d'abord, c'est nos impôts à tous, donc ça fait partie de ma responsabilité de l'utiliser la plus efficacement possible. Et puis, on sait bien que les moyens ne sont pas illimités, et donc plus on arrivera à optimiser les coûts, plus on fera de projets, et donc plus on aura d'énergie renouvelable avec la même quantité d'argent public.
À ce stade, donc, l'objectif de tout ça, ce n'est pas de soutenir massivement le développement de l'autoconsommation par des aides financières. C'est bien d'avoir des modalités, je dirais, équitables, qui correspondent à la réalité des coûts et des économies et des bénéfices que l'autoconsommation peut avoir. Et donc, parmi les questions qui se posent quand on regarde ces coûts et ces bénéfices, il y a évidemment la question du tarif réseau, la question du TURP. Les autoconsommateurs, quel que soit leur nombre, même quand ils ne sont pas très nombreux, ont un profil d'utilisation des réseaux qui est très spécifique. Ils doivent donc payer en fonction de la nature des coûts qu'ils génèrent pour le réseau. Ni plus, ni moins. Et là, c'est vraiment une question d'équité. La plupart des pays qui ont connu des développements significatifs de l'autoconsommation ont été confrontés à cette question-là. Ils ont des réponses qui sont un peu différentes, qui en général tournent autour soit d'un terme d'injection, soit d'une prime fixe. Il y a beaucoup de champs pour réfléchir à tout ça. Comme elle ne l'avait pas fait spontanément, l'ordonnance a demandé à la CRE d'élaborer un tarif d'utilisation des réseaux spécifique pour les opérations d'autoconsommation. Et moi, je me réjouis que la CRE ait enfin lancé cette concertation qui doit préparer l'élaboration du TURP. Voilà, j'espère que ça permettra vraiment de concevoir des réponses qui sont adaptées, qui seront pérennes, mais sans nous laisser enfermer dans des choix et dans des visions qui sont des visions du passé. Au-delà, la question se pose effectivement de savoir si les pouvoirs publics doivent soutenir financièrement l'autoconsommation, à quelle hauteur et avec quels objectifs. Là où nous pensons que les bénéfices pour le système électrique sont les plus importants, c'est-à-dire dans le tertiaire et dans l'industrie, là où on a la conjonction la meilleure entre les périodes de production et les périodes de consommation, on a déjà mis en place un cadre de soutien à l'autoconsommation avec les appels d'offres. Donc un premier appel d'offres pour 40 MW qui avait été lancé en août 2016, avec un peu plus de 130 projets qui ont été retenus, un taux d'autoconsommation qui était de 97,5% et une prime de 30 € par mégawattheure. Et au vu de ce succès, un deuxième appel d'offres que nous avons lancé en mars de cette année pour 3 ans, avec une capacité de 150 mégawatts par an. Et puis, on a fait l'équivalent dans les zones non interconnectées, avec un premier appel d'offres qui a été lancé en décembre 2016 pour un objectif de 20 mégawatts. Et là, on est à peu près à 90% de taux d'autoconsommation dans les projets retenus. Voilà. Alors maintenant, quelle suite ? Encore une fois, moi, je suis convaincue que maintenant qu'on a levé les principaux freins au développement, le développement spontané, si je peux appeler ça comme ça, de l'autoconsommation va continuer. Mais la réflexion aussi doit continuer sur l'intérêt de fixer des objectifs spécifiques. Il n'y en a pas aujourd'hui. Et puis sur le cadre économique. Et ça, la logique, c'est que ça se fasse dans le cadre de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous savez peut-être que nous sommes en train de lancer la révision de la PPE, puisque la loi prévoit qu'une nouvelle PPE soit adoptée d'ici la fin de l'année 2018. Comme pour la première édition, on va lancer à partir de la fin de ce mois, en gros, une vingtaine d'ateliers thématiques donc sur des sujets importants, voilà, pour préparer le travail de rédaction et d'élaboration de la PPE en tant que telle qui aura lieu début 2018. Et donc, il y aura un atelier sur l'autoconsommation. On y regardera notamment les bénéfices que l'autoconsommation peut apporter au système électrique et puis son bilan économique global, à la fois du point de vue du producteur ou du consommateur, mais aussi du point de vue de la collectivité, en regardant voilà, les tarifs de rachat, l'impact sur la CSPE, les questions de fiscalité, les exonérations. Et ce sera évidemment le bon endroit pour discuter de la demande qui est portée par Enerplan d'élargir l'exonération de CSPE. Voilà, ce sera aussi l'endroit pour discuter des objectifs des appels d'offres pour les prochaines années, voilà, avec la perspective peut-être d'augmenter les volumes, mais aussi
avec l'idée d'afficher, comme on va le faire pour les énergies renouvelables, un calendrier qui aille sur une période de 5 ans, donc jusqu'à la fin du quinquennat. Voilà, donc tout ça, on va le mettre sur la table. Le débat devrait être animé. On en a eu un début hier à la concertation de la Creux, et puis vous allez continuer aujourd'hui les discussions. Voilà, moi j'invite tous ceux qui souhaitent contribuer, alors soit sur le sujet spécifiquement de l'autoconsommation, mais aussi sur les autres. On aura aussi un atelier sur le stockage. Donc on va en parler, et pas seulement le stockage par batterie, mais tous les moyens de stockage, et là aussi la contribution qu'ils peuvent apporter au système électrique. On aura aussi un travail spécifique sur la précarité énergétique, qui est là aussi un axe important de notre politique, et sur les meilleurs outils et les meilleures solutions pour traiter les questions de précarité énergétique. Voilà, donc moi je vous invite à commencer à y réfléchir. Je suis sûre que vous avez plein d'idées déjà. Vous allez en discuter aujourd'hui. Voilà, je vous invite ensuite à les formaliser et à commencer à nous envoyer des contributions sans attendre, et on consolidera tout ça ensuite dans les discussions qui auront lieu d'ici la fin de l'année. En tout cas, très bons échanges aujourd'hui, et donc à bientôt pour la suite de ces discussions.